Je suis dans le cadre d'une visite des entreprises du secteur de l'industrie agroalimentaire, qui est la première industrie de France, avec près de 500 000 emplois. Donc on est là sur un enjeu économique majeur. Et si je suis venue ici dans la Drôme, dans ce département qui est riche de multiples producteurs, pour visiter des entreprises de transformation, des fruits qui sont produits en grande partie ici, c'est aussi pour montrer le lien très important entre l'amont, la matière première agricole, et l'aval, la transformation. L'un va de pair avec l'autre. La transformation permet d'ajouter de la valeur à la production, d'autant que dans cette entreprise, par exemple, ou comme chez Charles et Alice, il y a une volonté de contractualiser avec les producteurs. Il y a une solidarité qui s'exprime dans cette entreprise chez Andros comme dans la précédente chez Charles et Alice. Et ces entreprises, elles ont bénéficié du plan de relance France 2030 qui vise à soutenir et à permettre à ces entreprises d'aborder l'avenir avec confiance. Donc c'est vraiment pour moi des visites qui ont beaucoup de signification. Je suis la ministre de l'Agriculture, mais aussi de la souveraineté alimentaire. Et des entreprises comme celle-ci participent en soutenant l'amont, en lui donnant de la valeur, en travaillant les produits de la terre, et bien à améliorer la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire la capacité tout simplement que notre pays a de nourrir sa population. On quitte le domaine du fruit pour celui de l'élevage. C'est un sujet qui s'est imposé à moi dès ma nomination au gouvernement. Et j'ai eu à cœur d'écouter les demandes des éleveurs en ovins, en bovins, en caprins. Tous les élevages, tous les territoires sont touchés par la FCO3, la FCO8, la MHE, enfin l'influenza aviaire. Donc mon souci, c'est à la fois de mettre à disposition chaque fois que je le peux des vaccins, parce que on a aussi une difficulté en France, c'est qu'on a très peu de labos qui fournissent des vaccins, donc il y a un problème de souveraineté sanitaire, et puis d'indemniser les pertes pour que les éleveurs puissent reconstituer leur cheptel. Donc là, on va, avant la fin du mois de février, pouvoir délivrer toutes les indemnisations en FCO3, en FCO8. Mais au-delà, il nous faut travailler autrement, préparer l'avenir. C'est la raison pour laquelle je lance les assises du sanitaire au 30 janvier, de façon en mettant tout le monde autour de la table, les éleveurs, les vétérinaires, les groupes de défense sanitaire, les chercheurs dans les labos pour les vaccins, bref, les organisations professionnelles agricoles, tout le monde autour de la table pour qu'on voit comment on peut mieux anticiper, faire de la prophylaxie, constituer des banques d'antigènes vaccinales. Enfin, voilà. Sur la question du loup, comme si un malheur n'arrivait jamais seul, avec toutes les attaques sanitaires, il y a aussi la prédation du loup. Sujet sur lequel je travaille depuis 20 ans. En tant que présidente de l'ANEM, j'ai beaucoup travaillé sur la question de la prédation. Et il me paraît absolument nécessaire de protéger les élevages, de protéger les éleveurs, de protéger le pastoralisme, qui sont vraiment, je dirais, une activité fondamentale de l'agriculture française. L'élevage, c'est vraiment ce qui fait notre ADN en matière agricole, spécialement dans la montagne, parce qu'on a aussi des territoires qui sont, dans les piémonts ici. Donc, moi, je considère que c'est d'abord la priorité, protéger les éleveurs et l'élevage. Ensuite, on n'éradiquera pas le loup, tout le monde le sait. Il faut s'assurer que son état de conservation est satisfait, moyennant quoi on peut affaiblir son niveau de protection. C'est le combat que je mène à Bruxelles. Par ailleurs, on a toute une opposition sur la question du comptage du loup. Les services de l'État, les services de l'Office de la biodiversité considèrent que, voilà, il y a tant de loups en France, mais les éleveurs qui se font prédater jugent qu'il y a beaucoup plus de loups qu'on ne le dit. En réalité, ce qui est possible, c'est que leur répartition très inégale fasse que sur certains territoires, on soit plus exposé que d'autres.
chez moi je viens d'un territoire qui est très prédaté, d'une région qui est très prédatée. Et ça met dans une difficulté et même un désespoir quand vous arrivez le matin dans vos champs et que vous voyez l'état des bêtes agonisantes. C'est une violence terrible pour l'éleveur. D'autant que le loup, aujourd'hui, s'attaque aux bovins, aux gros animaux. Donc il ne les tue pas. Mais l'animal, on est obligé de l'achever. Il connaît des souffrances terribles. C'est une situation qui ne peut pas durer. Alors, sur les bovins, on n'a pas de protégeabilité, puisqu'on ne peut pas clore comme pour les ovins. Mais même sur les ovins, il y a des tas de problèmes. Donc, c'est une situation très difficile. Je voulais dire que on va sortir un arrêté interministériel qui autorisera plus facilement les tirs de défense et surtout qui assoira juridiquement le tir de défense. Lorsque le préfet prononce un tir de défense, il ne pourra plus être attaqué comme il l'était jusqu'à présent. Il sera un peu mieux protégé juridiquement par cet arrêté interministériel. Mais c'est un sujet majeur qui requiert absolument toute mon attention à Bruxelles, parce qu'il faut abaisser le niveau de protection du loup d'une espèce strictement protégée à une espèce protégée. Et puis au niveau français, il faut que chacun comprenne bien que ce qui est en jeu, c'est plus, je crois, l'état de conservation de l'espèce loup qui est aujourd'hui, me semble-t-il, garanti, mais c'est véritablement protéger nos élevages, protéger nos éleveurs. Ça, c'est pour moi, à mes yeux, la priorité. Là, on a déployé beaucoup de dispositifs. D'abord, un fonds d'indemnisation dont le guichet solde est ouvert ou va ouvrir dans les jours qui viennent pour qu'on puisse solder délivrer le solde des indemnisations d'ici à la fin du mois de février. Et pour soulager les trésoreries, j'ai mis en place 2 types de prêts conjoncturels à taux bonifiés par l'État, 1,75% et 1,5% pour les JA sur 2 ans, donc des prêts vraiment pour passer une conjoncture difficile. Et puis pour ceux qui sont plus structurellement en difficulté, des prêts garantis pour épauler les trésoreries qui sont structurellement en difficulté. Là, c'est 200 000 € de prêts disponibles à taux garanti par l'État. Donc ce dispositif que je me suis battue pour obtenir malgré la censure, parce qu'aujourd'hui, après une censure, on est dans un cadre de décaissement limité. Donc, j'ai obtenu de Bercy qu'on puisse délivrer les aides d'urgence. Mais la censure nous empêche de délivrer toutes les autres aides. Il y a quand même dans le budget 460 millions, presque un demi-milliard d'allègements de charges sociales et de charges fiscales. Presque un demi-milliard qui sont en attente de délivrance une fois que le budget sera voté. Ça, c'est un effet concret de la censure. Et les agriculteurs sont parmi les plus touchés par la censure. Donc, par ailleurs, ils sont très demandeurs de simplification. C'est ce que j'ai fait au bout d'1 mois à mon arrivée au ministère. Le contrôle sanitaire, le contrôle administratif unique. Le contrôle administratif unique qui garantit que une ferme, une exploitation ne peut pas recevoir plus d'un contrôle par exploitation et par an. Pour ce qui est du contrôle administratif, ça exclut les contrôles fiscaux et les contrôles de l'inspection du travail ou les contrôles judiciaires, mais administratif, pas plus d'un contrôle. J'ai par exemple pris la décision que l'année prochaine, à la fin de cette année, au moment du versement des aides de la PAC, même les exploitations qui seront sous le coup d'un contrôle pourront voir leurs aides PAC versées. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup soulager les trésoreries, parce que certains attendaient que le contrôle soit achevé pour pouvoir être bénéficiaires de leurs aides PAC. Et puis, ce que j'ai demandé au préfet, et je les en remercie, monsieur le préfet, c'est dans les décisions qu'ils sont amenés à prendre, notamment pour le calendrier des travaux des champs, qu'ils puissent s'adapter aussi aux conditions météorologiques. Je vous donne un exemple.
on ne peut pas épandre au-delà du 1er novembre. Sauf que le 1er novembre, dans beaucoup de territoires français, vous ne pouviez pas mettre un tracteur dans les champs parce que les champs étaient inondés. Donc le préfet, dans son pouvoir d'appréciation, est en capacité de dire, ben là, on peut admettre une dérogation. Vous voyez, qu'on fasse revenir un peu de bon sens paysan dans les relations entre les paysans, les agriculteurs et l'administration.